Bonjour. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir, d'accueillir les intervenants que je vais présenter pour cette table ronde qui sera consacrée à un sujet dont aujourd'hui devient majeur pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup d'administrations publiques, de collectivités territoriales, pour les États eux-mêmes. Souveraineté numérique, la troisième guerre mondiale est-elle déclarée ? Alors, sur cette table ronde, nous allons avoir des avis assez différents. Et pour cadrer ce débat et pour répondre à cette question, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Pelfig, qui est vice-présidente de la région en charge des affaires européennes, des relations internationales, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour. Bonjour Nadia. J'accueille également Bertrand Montubert, qui est président d'Occitanie Data Equitia, une association qui regroupe des acteurs publics et privés désireux de créer un cadre de confiance pour l'économie de la donnée. Il est également président d'Open IG, la plateforme régionale d'Occitanie pour l'information géographique, et a récemment été nommé président du Conseil national de l'information géographique auprès du gouvernement français. Il est également un représentant français au sein du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle et participe au groupe de travail sur la gouvernance des données. Et il est par ailleurs professeur de mathématiques à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, dont il a été le président. Bonjour Bertrand. Bonjour. Omar-Pierre Soubra, qui est un innovateur passionné, basé au Colorado depuis 16 ans, qui a travaillé comme directeur et vice-président pour des grands groupes technologiques du Nasdaq et du New York Stock Exchange, comme Trimble ou encore Arrow Electronics. Il se consacre aujourd'hui au développement de ses activités personnelles et conseiller du commerce extérieur de la France depuis 2018. Et il est président émérite de la Chambre de commerce franco-américaine des Rocheuses. Bonjour Omar-Pierre. Bonjour Henri. Et enfin, nous avons en visioconférence l'amiral Arnaud Coustillère. Arnaud Coustillère a été jusqu'à l'été 2020 le directeur général du numérique du ministère des Armées, qu'il a contribué à développer et qu'il a créé. Dans ses fonctions antérieures, il a créé la fonction de commandement de la cyberdéfense dans ce même ministère. Et il est aujourd'hui, entre autres activités, président du pôle d'excellence cyber, désigné pour cela par la ministre des Armées et par le président du Conseil régional de Bretagne. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu nous entends bien? Non, on ne t'entend donc pas. Donc si tu veux bien... Bonjour Henri, bonjour à tout le monde. D'ailleurs, je vous entends très bien, mais je n'avais pas mis mon micro, donc moi je suis très heureux d'être là. Et je n'ai rien de breton. Hein. Bon, et pour la petite histoire, l'amiral Coustillère... Et pour la petite histoire, l'amiral Coustillère était en 87-88 mon professeur de navigation lorsque j'étais à l'école navale. Ouais, je pense que j'ai fait de mieux. Voilà, donc notre table ronde va s'attacher à analyser la question des conflictualités au niveau mondial et leurs conséquences au niveau local que le numérique fait émerger dans un contexte que l'on connaît mais que l'on va participer à éclairer, de rivalité sino-américaine exacerbée et de recherche pour l'Europe d'une troisième voie, parle-t-on souvent, pour son autonomie stratégique, notamment dans le domaine technologique et numérique. Alors je vais commencer, on va essayer d'abord de cadrer quelques définitions et je vais me tourner vers Omar-Pierre et Bertrand pour leur demander comment ils pourraient qualifier la souveraineté numérique et quelles en sont les caractéristiques principales. Je commencerai néanmoins en introduisant cette question par quelques réflexions qui ont été posées par les membres du CIGREF, l'association que je dirige, qui regroupe les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises, sur ce sujet, car très régulièrement, nous sommes interrogés, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté numérique? La souveraineté, d'abord, ce que nous entendons rappeler en général, c'est que c'est un attribut des États, et que ce sont les États qui sont garants, à travers les compétences dont ils se dotent, pour nos sociétés démocratiques de manière démocratique, ou qu'ils délèguent à des organisations supranationales comme l'Union européenne. Ce sont les compétences dont ils se dotent pour exercer leurs responsabilités sur une population donnée, située sur un territoire géographique donné. Quand on parle donc de souveraineté, en principe, on devrait parler de la souveraineté des États. Il y a un glissement sémantique sur cette notion de souveraineté que l'on applique parfois aux entreprises notamment ou aux collectivités territoriales dont on dit qu'elles doivent disposer d'une certaine forme de souveraineté.
que l'on peut traduire en général, quand on pose notamment la question à une grande entreprise, c'est quoi pour vous la souveraineté? C'est deux choses, notamment la souveraineté numérique, c'est assurer la protection de son patrimoine informationnel sensible, d'une part, et d'autre part, c'est garantir sa maîtrise de ses dépendances, notamment vis-à-vis de ses fournisseurs, lorsque ceux-ci, par ailleurs, sont extra-européens, extra-nationaux ou extra-européens. Ce sont les deux piliers principaux de ce que l'on peut appeler la souveraineté, par ce glissement sémantique que je soulevais, mais ça va faire débat, pour une entreprise. Et donc maintenant, bien, pour répondre à cette définition, je suis sûr que nous ne serons pas tous d'accord sur cette définition, et je passe donc la parole à Bertrand Montubert pour qu'il me réponde à cette question. Qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique ? Alors, c'était déjà une très belle introduction, Henri, en réalité. Moi, je crois qu'au fond, le point le plus important aujourd'hui dans le terme de souveraineté, je ne vais pas me lancer dans une définition de sciences politiques sur la souveraineté, mais au fond, que ressentent les gens quand ils abordent la question de la souveraineté? C'est, est-ce que nous sommes en capacité de maîtriser notre développement, notre avenir, nos décisions? Je pense qu'il faut en revenir à des choses aussi fondamentales que celles-là. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, et donc on va parler de souveraineté numérique, la question est, est-ce que nous sommes en capacité d'avoir effectivement pleine possession de nos capacités d'action dans ce domaine? Et la réponse, on la connaît, c'est qu'en réalité, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment parce que de plus en plus de nos actions sont effectivement gouvernées par le numérique, sont gouvernées par des choix qui sont faits par des acteurs qui ne sont ni français ni européens. Et d'ailleurs, sur la question de la souveraineté, est-ce que c'est au niveau français, est-ce que c'est au niveau européen? C'est une discussion qu'on pourrait avoir aussi. Mais au minimum, qu'on l'ait. Qu'il est nécessaire d'avoir. Qui est sans doute nécessaire d'avoir. Mais déjà, on serait content si on l'avait au niveau européen. On ne l'a pas au niveau européen, on est dépendant. Et la plupart du temps, en plus, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est extrêmement insidieux, puisque nous utilisons en permanence des outils dont nous n'avons pas l'idée de l'ensemble des impacts que ça peut avoir. Et pour ajouter un élément par rapport à cette question de souveraineté numérique, souvent on va la voir sous l'angle économique par exemple, c'est effectivement ça, on ne la voit pas forcément sous l'angle politique, mais quand on voit monter les tentatives de manipulation de l'opinion publique par des forces étrangères, avec des impacts qui ont quand même été aujourd'hui à peu près établis, c'est-à-dire celui de la victoire de Donald Trump, on voit que la question de la souveraineté, c'est pas simplement est-ce qu'on est dépendant de fournisseurs américains, chinois, mais aussi est-ce que nos actions sont finalement orientées par des processus qui nous échappent de plus en plus et qui sont sciemment pilotés par certaines forces étrangères. Mais j'imagine qu'Arnaud Coussillard nous en dira beaucoup plus tout à l'heure. Merci Bertrand. Omar Pierre, une définition de la souveraineté numérique? Alors, peut-être pas une définition, mais des précisions. Oui, merci beaucoup pour ces introductions et peut-être donner au public une appréciation générale sur ce qu'est cette souveraineté. On parle beaucoup de la souveraineté numérique, et dans le mot numérique, effectivement, c'est comment on utilise la data, la donnée. On a été aujourd'hui sur cette journée de la donnée avec des intervenants formidables dans plein de sujets différents. Je pense que notre ami l'amiral nous parlera de la cybersécurité dans quelques instants. Mais ce qui est important pour bien comprendre ce qu'on peut faire avec la data, c'est comment elle est utilisée et comment on la laisse l'utiliser à travers le monde. Et c'est là où on peut avoir ces choix de souveraineté. Et en fait, avons-nous le choix? Aux États-Unis, là où j'habite, la data est utilisée pour le business, pour faire de l'argent. On utilise la donnée sur je vais tous les jours au magasin. Enfin, chaque transaction que je fais avec ma carte bleue, et c'est pas nouveau et c'est aussi valable en Europe, elle est tracée, reconnue. On sait que j'ai un chien, sans même que j'ai besoin de voir mes photos sur Facebook où je pose des chiens. Ils ont toutes mes informations. Ils savent combien d'alcool je consomme par semaine, si je suis fumeur. Toutes ces informations sont disponibles. Et ça a été juste transposé à la data numérique. C'est-à-dire que tout ce que je poste sur Internet pour les GAFA, pour d'autres entités, c'est de l'information qui est utilisée pour me fournir du service, pour me vendre des choses à ce niveau-là. En Chine, par exemple, c'est complètement différent. La data est utilisée pour protéger la communauté
pas pour protéger l'individu, mais pour protéger la communauté. On l'a vu très rapidement avec la situation de la Covid, où ils ont mis en place très rapidement les systèmes de passe sanitaire, et pour eux c'est normal, et ça fait partie. Le traçage vidéo, la reconnaissance vidéo fait partie des outils de la sécurité de la communauté, pas de l'individu, encore une fois. Et en Europe, c'est très différent. La data est là. On a le RGPD, je crois qu'on dit en France, qui protège la donnée au niveau individuel. Et quand la donnée est protégée individuelle, quand on est une collectivité locale ou une entreprise, il faut demander à chaque individu ce qu'on peut faire de sa data. Et là, ça devient beaucoup plus problématique en termes de que peut-on faire, que ne peut-on pas faire au niveau européen. Donc quand on a déjà ces trois connaissances, et je pense que Henri, tu voulais parler des tensions sino-américaines à un certain point, au moins on peut se dire quels sont ces 3 points et après imaginer ce qu'il est possible de faire. Mais je voulais qu'en complément de ces définitions de la souveraineté, on puisse aussi réfléchir à ces éléments-là. On ne parle pas de la Russie, mais voilà, chaque continent et force en présence ont leur propre spécificité qu'il faut connaître pour pouvoir avoir une vue globale et débattre de ce qu'il est possible de faire ici en Europe. Très bien, merci. Peut-être Arnaud, si on peut faire monter Arnaud sur le... Arnaud, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, soit sur ta définition de la souveraineté numérique en 1 minute ou 2 ? Enlève ta main de la caméra, parce qu'on voit que ta main là. Voilà. Non, parce que je remettais mon micro. Je pense, moi, au terme de souveraineté numérique, je préfère plutôt un peu le terme d'autonomie stratégique, puisque la souveraineté, il faut avoir des barrières, il faut avoir des frontières. Et dans le numérique, c'est un petit peu plus délicat. Puis en fait, la souveraineté numérique, c'est un peu comme un espace. C'est comme si on parlait de souveraineté sur la mer. Cet espace, il a sa propre dynamique, il a ses richesses, la richesse, la donnée. Donc il faut retrouver avec travers un espace que l'on ne maîtrise pas du tout, une sorte de forme de chemin, une sorte de forme de volonté qui correspond aux valeurs de l'Europe, aux valeurs de la France. Et c'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, qui est un terme que je préfère et que l'on a davantage utilisé, notamment dans le domaine du nucléaire aussi, où face à des autres volontés, il fallait qu'on retrouve un chemin, une voie un peu différente. Merci Arnaud. Je me tourne vers Nadia pour lui demander, là, maintenant, sur le plan politique, et dans le cadre notamment d'une grande collectivité comme l'Occitanie, quel est le sens que l'on peut donner à cette notion de souveraineté numérique ou d'autonomie stratégique, si tu préfères ? Si tu permets, Henri, je vais filer la métaphore de l'amiral. D'abord parce que les impacts sur le plan économique, au moment où il y a la rupture des contrats avec les sous-marins australiens, dont on parle avec raison, on ignore par contre beaucoup le fait que Google navigue allègrement et aux yeux de tous au sein de nos agences nationales. Et la souveraineté numérique, elle commence par là, en réalité. Je donne un exemple très concret. Évidemment, on doit doter, nous, collectivités, nos entreprises, d'instruments de lutte contre les cyberattaques. Aujourd'hui, 1 entreprise sur 2 est victime de cyberattaques. Par contre, au moment où on est en période de crise très lourde, qui a la relance, le gouvernement met en place des instruments salvateurs uniques en Europe que constitue le PGE. Donc vous savez, ces programmes qui ont permis justement d'assurer de la trésorerie. Sauf que PPI, qui gère l'attribution de ces PGE, a eu la grande idée... PGE, prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État, tout à fait, a eu la grande idée d'héberger l'adresse de ces PGE, les données des entreprises, sur une solution cloud d'Amazon. Et si on connaît un tout petit peu la législation américaine, le Patriot Act permet de demander des informations sur n'importe quel niveau d'entreprise étrangère dès lors que ça touche à la souveraineté américaine. Mais il y a des demandes qui ne nécessitent pas, justement des solutions juridiques américaines qui ne nécessitent pas de solutions préalables dès lors qu'il y a l'intérêt américain en jeu. Et l'intérêt économique américain, il est évidemment une cause suffisamment robuste pour donner information et accès aux données qui sont hébergées sur les entreprises qui ont contracté des PGE. Pourquoi c'est compliqué ?
de parler de souveraineté industrielle, de relocalisation et de faire ça en même temps? Tout simplement parce que sont hébergées aux États-Unis des données donc accessibles aux Américains, qui donnent l'état de santé de nos entreprises au moment où elles sont fragilisées, qui donnent le secteur sur lequel elles interviennent, qui donnent parfois leur degré et leurs nouveaux produits d'innovation. Au moment où fragilisées, elles peuvent être la proie d'investisseurs américains qui leur proposent donc de venir sur le marché racheter la solution qui est la leur. Et pourquoi c'est extrêmement grave en souveraineté? Tout simplement parce que, y compris nous, collectivités locales, quand on lance un marché public et qu'on va avoir une solution numérique, digitale, on a tendance à faire confiance aux gros qui dominent le marché, que sont parfois les GAFAM, en se disant ils seront robustes, ils pourront avoir un suivi de la solution, et on fait moins confiance à des entreprises locales, nationales, en se disant qu'elles ont peut-être des fragilités, et c'est le cas, parce que souvent elles manquent de ressources propres, de capitalisation, et ô combien de visibilité, de promotion. Et donc du coup, on conforte avec nos systèmes de solutions payées par les ressources des Français, le PGE, la force des données qu'on donne aux Américains, qui installent leurs solutions numériques, qui du coup détricotent le marché concurrentiel où sont fragilisées nos startups et nos solutions locales qui pour autant pourraient être robustes. Et donc moi je veux bien qu'on se fasse plaisir, et ici c'est toujours un plaisir parce que moi je suis comme à la maison ici, en plus je suis contente de retrouver plein de copains et j'étais très contente de savoir que tu étais en France, mais on se fait un peu plaisir quand on se dit ouais, souveraineté, Troisième Guerre mondiale. Oui, c'est vraiment un lieu de conflit, les cyberattaques. Mais la puissance publique, si elle veut être honnête et qu'elle fait un diagnostic lucide pour pouvoir véritablement agir, elle se doit de dire que tous les outils de cyberattaque qu'on conçoit et qui sont absolument nécessaires ne seront que l'écume des choses si dans le même temps, on confie nos données au cloud d'Amazon, si dans le même temps, on monte le Health Data Hub, c'est-à-dire l'endroit où il y aura l'ensemble des données de santé des Français, à des solutions aussi qui sont hébergées par exemple par Microsoft. Heureusement, et je lui rends hommage, des gens vigilants et des Toulousains, comme Dominique Pont, qui est délégué ministériel au numérique en santé, ont fait en sorte qu'on rétropédale sur ces sujets et il a pu en parler. Mais c'est aussi le problème d'IQVIA, qui héberge les données pharmaceutiques de santé, c'est-à-dire vous avez une officine, vous remplissez les données du patient. IQVIA, qui a certes une filiale en France, a quand même la possibilité d'avoir accès aux données, de rendre partie des données. Et donc, si on veut être honnête dans la lutte sur la cyberattaque, mais aussi fort en souveraineté numérique, la première manière de gérer, c'est de faire des achats publics, des numériques éthiques et d'éviter de parler de relocalisation industrielle, de guerre des composants électroniques, des processeurs, des pénuries actuelles, si jamais on l'organise, l'affaiblissement du marché, qu'il soit d'ailleurs européen ou français, alors même qu'on se livre à des bagarres homériques entre Boeing et Airbus. Si les data lakes partent ailleurs, ça servira à rien de dire qu'on a tout fait pour y résister. C'est une question de cohérence politique. Oui, pour compléter, j'appelle tout le monde à regarder ce qu'est l'article 702 du Foreign Intelligence and Surveillance Act, qui est une loi américaine qui date des années 80, je crois, et qui autorise les agences de renseignement américaines, notamment la NSA, elles sont 24, les agences américaines, à faire de la collecte massive, a priori et sans mandat, de toute donnée de non-US personnes, qu'elles soient personnes morales ou personnes physiques. Et une agence de renseignement, quelle qu'elle soit, fait d'abord du renseignement économique. Toutes les agences de renseignement au monde, qu'elles soient civiles ou militaires, son premier principe, c'est d'abord de faire du renseignement de nature économique. C'est d'ailleurs sur le fondement de cet article 702 qu'a été invalidé le Privacy Shield le 16 juillet 2020, non pas sur le Cloud Act comme on l'a beaucoup raconté, mais sur le fondement de l'article 702 du FISA. Je vais passer à la deuxième question. C'était une petite précision que je trouvais intéressante à donner parce qu'elle éclaire exactement ce que tu viens de dire. Je passe à une deuxième question. Dans le contexte de croissance actuellement exponentielle de la cybermenace, et j'en parlais tout à l'heure dans une keynote sur la sécurité numérique, de tensions des relations sino-américaines qui s'exacerbent, de revendications balbutiantes de l'Europe à son autonomie stratégique dans de nombreux domaines, comme les composants électroniques, tu l'as rappelé, ou le cloud. Comment voyez-vous donc la souveraineté numérique de la France et de l'Europe, et quelles en sont, selon vous, dans le champ numérique, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, les principales vulnérabilités pour notre continent? Et donc, je passe la parole pour répondre à cette première question, à cette deuxième question, à Bertrand.
Je vais justement rebondir sur aussi ce qu'a dit Nadia, que je partage évidemment totalement. C'est-à-dire, au fond, si on regarde les vulnérabilités, la première, c'est peut-être certaines formes de naïveté. Je crois qu'il faut qu'on regarde les choses en face. Est-ce qu'on a la conscience de tout ce qui se joue réellement dans nos différents actes de la vie numérique? Qu'on soit citoyen, qu'on soit chef d'entreprise, salarié d'une entreprise, qu'on soit responsable politique ou dirigeant d'administration, je pense que cette conscience, elle est limitée. Les gens qui achètent des solutions étrangères, y compris à des très hauts niveaux, on a vu sur des questions de renseignement et d'agences nationales de renseignement se baser sur des solutions américaines. Bon. C'est un choix pour rajouter dans la liste. Référence à Palantir, à Palantir et la DGSI, évidemment. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, voilà. Qui fait du contre-espionnage. C'est une jolie boîte du Colorado, en fait. C'est une très belle boîte. C'est une magnifique boîte. Et justement, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses en face. Première vulnérabilité, la question de la conscience. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous suffisamment conscience, mais ça, c'était avant, parce que grâce à cette table ronde, maintenant, j'espère, évidemment, tout va changer. Deuxième vulnérabilité, c'est évidemment aussi quel est le poids qu'on a pour créer les solutions nécessaires pour répondre aux besoins. Parce qu'effectivement, Henri le disait, Palantir, c'est une très belle boîte, ou Omar Pierre, fait des très très belles solutions. La question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire et est-ce qu'on peut faire aussi bien? D'abord, j'aimerais, le mathématicien français que je suis et très fier de l'école de mathématiques française, rappeler que quand même tous ceux qui développent les solutions d'IA, de big data, etc. à travers le monde, il y en a quand même une grande partie qui sont en fait français, qui ont été formés en France. Donc on a quand même des capacités et c'est bien dommage qu'on n'ait pas suffisamment investi pour leur donner à la fois des terrains de jeu et des capacités pour développer ces idées-là en France ou au moins en Europe. Et je dirais, il y a une deuxième, pour continuer là-dessus, après avoir dit évidemment qu'on a des bons mathématiciens qui travaillent un peu partout dans le monde, on a quand même une vraie problématique de formation à différents niveaux par rapport à ces questions-là. Encore une fois, si on veut pas seulement sortir de la naïveté et être en capacité d'agir, eh bien, il y a des questions aussi de niveau de formation. On ne forme pas suffisamment de gens, pas seulement directement de spécialistes dans ces métiers, et on n'en forme pas suffisamment dans ces métiers. D'ailleurs, il y a plein de plans pour développer la formation en intelligence artificielle, dans la cybersécurité, etc. Mais c'est aussi tous les acteurs qui, de fait, sont touchés par la révolution numérique, sont amenés à faire des choix dont ils ne comprennent pas toujours les enjeux. La transformation numérique, c'est Daniel Cohen qui le disait, elle a démarré en 2020. Parce qu'en 2020, avec le Covid, toutes les activités humaines, quasiment, se sont faites avec du numérique. Quels que soient les métiers, quels que soient les secteurs d'activité, de l'éducation au commerce, à l'agriculture, etc., sans le numérique. Oui, mais comment on fait concrètement pour l'opérer, cette transition numérique? Il faut de la formation, il faut une élévation du niveau de qualification, et c'est massif. Or, on part avec un déséquilibre. Le niveau de qualification en France, par exemple, juste, prenez le taux d'une génération plutôt chez les jeunes. Diplômés de l'enseignement supérieur, c'est moins de 50%. En Corée du Sud, c'est 70%. Voilà. Et vous connaissez la domination de Corée du Sud dans le domaine du numérique. D'accord ? Voilà. Et aux États-Unis, on est au-delà aussi de la France. Donc ça, c'est une deuxième, je pense, vulnérabilité qui est extrêmement importante. La troisième, je dirais juste le mot parce que je suis trop bavard, mais c'est la détermination. Il faut véritablement y aller. La volonté politique. D'ailleurs, sur le sujet de la formation au métier du numérique, on discute beaucoup de ces sujets-là avec la Commission européenne. Et la Commission européenne, elle parle du mur des compétences numériques à l'horizon 2025. Il manquera dans l'économie européenne, pour garantir sa croissance par rapport aux autres plaques continentales, entre 700 000 et 900 000 compétences numériques. Entre 700 000 et 900 000 compétences numériques, c'est considérable. Omar Pierre, la même question. Les principales vulnérabilités de notre continent, vues du Colorado, quelles sont-elles? Alors vu d'un point de vue d'un Français établi aux États-Unis depuis 16 ans et qui sera plus vraiment français et qui sera jamais vraiment américain. Donc on est dans cette culture de l'entre-deux, de l'in-betweener, qui est un terme qui nous fait. Ce qu'on en voit de l'extérieur, très sincèrement, et la question qui est posée par ce panel est est-ce que la Troisième Guerre mondiale est déclarée sur la souveraineté numérique? La guerre, elle est perdue.
Voilà, c'est d'un point de vue extérieur. On peut mettre souveraineté numérique sur une gare, comme gare d'Austerlitz. On le met, c'est marqué, on s'en souviendra, c'est terminé. Et la raison pour laquelle je dis ça, il y a une initiative qui s'appelle Gaia X en Europe, qui est cette initiative de créer un cloud européen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas exactement ça, mais je pourrais préciser. On pourra préciser. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'est ce qu'on en voit. Donc maintenant, on va mettre des fonds pour créer en tout cas des solutions numériques potentiellement concurrentes des GAFAM à un groupe d'industriels européens qui aujourd'hui se tirent dans les pattes pour retirer le plus de budget public, et c'est normal. On va demander à Orange, SFR, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont là, et les opérateurs allemands, et tout ça, de créer un cloud européen pour faire concurrence à Google ou à Alibaba en Chine. Et aujourd'hui, tout cet argent investi là-dedans, et encore une fois, c'est un point de vue extérieur, semble être une hérésie, puisqu'il y a 15 ans de retard. Comme Nadia, tu le précisais, effectivement, même nos agences publiques sont un peu obligées en fait d'utiliser AWS ou Azure, où il n'y a pas tellement d'autres solutions que des solutions américaines ou chinoises, globalement. Donc, on peut aussi s'imaginer déclarer que la guerre est terminée et qu'on a perdu, et que l'argent public qu'aujourd'hui on essaye d'injecter dans des entreprises, alors les entreprises et mes copains au CAC 40 ne vont pas être contents parce que cet argent-là, ils en ont aussi besoin, des projets publics, mais cet argent-là, injectons-le dans des technologies, comme tu le précisais très bien Bertrand, où on a un savoir-faire qui est assez unique au monde. Tous mes copains dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, dans la Silicon Valley, ils sont français. Le patron de l'intelligence artificielle de chez Facebook, c'est Yann, il est français. Donc on a ce savoir-faire. Donc je schématise et je généralise, mais on a des investissements dans l'IA, on le fait aussi, mais peut-être pas dans la même ampleur de ce combat qu'on se veut, probablement déjà perdu d'avance. Un autre exemple qui est local, Sigfox. Sigfox avait la possibilité de devenir le leader mondial de l'Internet des objets, de l'IoT à travers le monde. C'était sur un plan, et encore une fois, c'est de l'extérieur, je ne connais pas toute l'histoire, même si Ludo, on l'a vu mardi matin en train de nous faire une super keynote pour la mêlée numérique ici. Il y avait la possibilité de devenir ce leader européen de la capture de l'information de l'Internet des objets, qui en soi est aussi une sorte de souveraineté, puisque là, on a accès à la donnée des équipements dans tous les domaines. Et aujourd'hui, malheureusement, Sigfox, et encore une fois, c'est un point de vue externe et personnel, je pense qu'il a été massacré par des forces non pas des forces noires, mais des forces du CAC 40 qui ne veulent pas voir un nouvel entrant géant venir. Et au lieu d'investir et de pousser l'IoT tel que ça aurait pu être, où on aurait eu un IoT européen leader, les Chinois se seraient développés parce que la Chine savent le faire et ils l'ont démontré, et les États-Unis auraient été derrière. Et là, on aurait eu des forces de négociation entre l'IoT et le cloud. Et je m'énerve un peu, et j'en ai discuté avec des amis qui sont dans la salle déjà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plutôt que d'essayer de rattraper quelque chose, recommençons le leadership sur les éléments que nous avons. La cybersécurité en est un. On a d'excellents mathématiciens, comme tu l'as répété, mais une agence comme l'ANSSI qui est leader sur ces développements. Absolument, oui. Allons-y, prenons cet argent qu'on dépense dans le cloud européen, qui sincèrement va être très difficile, pour faire de la cybersécurité, crypter les données sur les clouds des Chinois, sur les clouds de AWS, et récupérons-le comme ça. C'est un point de vue, Henri. Oui, mais bien sûr, hein. Que je ne partage pas complètement, mais enfin, c'est vous qui intervenez, ce n'est pas moi. Je n'apporterai que des compléments. On pourra en reparler. Je me tourne vers Nadia pour que tu puisses nous présenter quelles sont les mesures concrètes, les dispositions concrètes, les réponses concrètes en termes de politique publique qui peuvent être apportées par l'Occitanie à ces questions de souveraineté numérique et de lutte contre les cybermenaces. Quelle est la stratégie de l'Occitanie? Déjà, ce qui est bien, c'est de dire qu'il existe des solutions. Parce que, oui, la Troisième Guerre mondiale,
je ne sais pas si on doit la baptiser comme ça, vu les atrocités commises ailleurs, et au titre des 2 premières, mais la réalité, c'est qu'il y a un conflit, il y a une guerre, il y a des rapports de domination, de puissance qui sont ouverts. Est-ce que c'est perdu? Moi, je ne pense pas. Est-ce que c'est gagnable? Je ne pense pas non plus. Et je ne suis pas normande. C'est juste parce que je pense qu'effectivement, on a des forces importantes dans certains secteurs, tu les as pointées, et que le rôle de la puissance publique, c'est aussi de donner les outils pour y arriver. Et je pense qu'on a aussi une force qui est le niveau d'éducation dans notre pays et la volonté de se saisir de valeurs qui sont aussi intrinsèques à la République sur les valeurs d'éthique, de liberté, d'égalité des accès. Et je pense qu'on peut faire la différence sur ces sujets-là. Dit autrement, il y a le numérique avec sa myriade d'applications, la facilité d'accès, des ergonomies fortes, des designs sur lesquels les Américains sont plus puissants. Mais il y a progressivement des attentes chez les citoyens qui s'expriment plus fortement en matière d'exigence sur un numérique éthique, y compris de citoyens qui sont prêts à abdiquer des facilités où on est absolument tous addicts pour choisir peut-être des ergonomies moins séduisantes, mais qui leur permettent d'avoir une vraie maîtrise personnelle d'accès à leurs données et à ce qu'ils considèrent comme devant être mobilisés par le numérique, mais pour lesquels ils n'abdiquent pas leur liberté individuelle. Et sur la question de l'IA éthique, je pense que nous avons là des arguments qui sont plus forts en France et en Europe qu'ailleurs. Du reste, on est en capacité de créer des data centers avec de la souveraineté, et Bertrand est bien placé pour le savoir, notamment sur les données de recherche, les données universitaires. On a à Toulouse ici le MIPIM, qui héberge les données d'un certain nombre de CHU, plusieurs dizaines de CHU français, et de manière sécurisée et souveraine. Donc sur l'IA éthique, on est bon. Sur la cybersécurité, on est bon. Qu'est-ce que fait la région ? On met des moyens justement sur la création de cloud souverains. On se dote d'outils tels que Occitanie Data devenu Equitia, qui permettent d'associer une myriade d'acteurs et de créer le tiers de confiance qui est indispensable à des acteurs de typologies différentes pour mettre en commun de la data. Sur la cybersécurité, le premier job, c'est de faire comprendre à l'ensemble des acteurs qu'ils sont vulnérables. Et que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au CAC 40 ou qu'ils ne sont pas en passe de passer sous cotation boursière qu'une TPE, qu'une PME n'est pas une cible. Quand on fait monter ce niveau de conscience, y compris avec les partenariats noués avec l'ANSSI depuis 6-7 ans, l'ANSSI sait intervenir sur ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire des organismes de taille substantielle déjà, moins à destination des TPE et des PME. Le rôle de la région... Opérateurs d'importance vitale, pardon. OIV. Comme Airbus, par exemple. Mais il y en a des plus petits. C'est confidentiel. Oui, je sais que c'est confidentiel, pardon. Enfin, voilà, il n'y a pas de mystère sur celui-ci, donc celui-ci, je pouvais m'autoriser. Mais quand on arrive à faire prendre conscience aux TPE, PME, que nous, on les dote d'outils avec CyberRock, où ils peuvent mesurer leur maturité en matière de cybersécurité. Quand on finance des solutions, d'offreurs de solutions locaux, comme iTrust, on concourt non seulement à la protection des entreprises qui se dotent d'outils, mais on concourt aussi à la souveraineté numérique parce que, justement, on conforte les marchés d'entreprises locales et que, du coup, n'auront pas besoin d'aller chercher des capitalisations étrangères ou des solutions à l'étranger. Et ils fabriquent ces solutions. Plus ils ont de marché, plus ils ont de fric pour produire de nouvelles solutions et plus ils ont des marchés et ils sont reconnus internationaux, plus ils sont attractifs aussi en termes de compétences et de formation. Et c'est là le dernier niveau d'intervention, puisqu'il faut être synthétique. C'est que toutes ces entreprises, elles nous disent quoi ? On cherche des ressources, on n'en trouve pas suffisamment. Et là, on doit absolument être plus fort collectivement. Pourquoi elles n'en trouvent pas suffisamment ? Parce que justement, les super mathématiciens qu'on a, il y en a de moins en moins. Parce que dans les filières mathématiques, et Bertrand le sait particulièrement, il y a de moins en moins de jeunes qui se destinent vers ces filières. Dans les formations qui sont bonnes sur les sujets de la cybersécurité, il y a aussi des gens qui pensent qu'ils méritent d'autres salaires, d'autres types de revenus. Et oui, pour développer des solutions, c'est plus facile de trouver des capitaux aux États-Unis. Et on est mieux payé quand on est un jeune chercheur aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est hyper chic de prendre des docteurs français. Et à chaque fois que vous allez dans une entreprise, on vous propose un French doctor et ils sont hyper fiers. En France, on planque les thésards. Il n'y a aucune boîte qui me dit moi j'ai un docteur, j'ai embauché un docteur et je suis hyper fier. Ça, c'est juste pas possible. En fait, c'est un changement de paradigme sur lesquels les
collectivités locales alliées aux universités, aux écoles, on doit être plus performants et plus fiers de nos formations. Mais ça veut dire qu'il faut aussi y mettre de l'argent. Je suis désolée, mais dans les écoles d'ingénieurs qui sont de très bon niveau en France, dans les universités, il y a moins de fric par étudiant qu'il n'en existe aux États-Unis sur des fonds privés. Alors nous, on est fiers d'avoir un enseignement universaliste, gardons-le, mais on n'aura plus de fierté s'il est considéré que c'est dépassé, qu'il n'y a pas d'employabilité ou de satisfaction d'insertion professionnelle des gens qui en sont issus. Donc à nous de reparier sur l'enseignement qui est une force et qui demeure aujourd'hui excellente en France, mais il faut lui donner les moyens. À nous de donner des moyens à nos TPE, à nos PME de se protéger, et le centre Cyberrock est une solution en Occitanie. À nous surtout d'agir de manière cohérente avec l'ANSSI, avec les services de l'État et avec les offreurs de solutions en territoire pour éviter d'avoir recours à AWS ou de libérer des données qui ensuite sont absolument irrattrapables. Merci beaucoup Nadia. Je me tourne vers l'amiral Coustillère. Est-ce qu'on peut donc le mettre à l'écran ? Donc l'amiral Coustillère, je le rappelle, qui est président du pôle d'excellence cyber. Et est-ce que tu peux, Arnaud, s'il te plaît, nous parler dans ce contexte de ta vision de ce que pourrait être éventuellement cette troisième guerre mondiale? Et si tu ne penses pas que ce soit une troisième guerre mondiale, est-ce qu'elle risque d'advenir dans l'avenir dans l'espace numérique? Et quelles en seraient les caractéristiques? Merci Henri. Le sujet est extrêmement vaste et je vais essayer de pas faire trop de... Oui, j'ai 10 minutes, c'est très un peu compliqué. En fait, moi, je suis tombé dans la cyber en 2000 et je suis surtout retombé en 2008. Et de 2008 à 2017, moi, j'en ai été le premier commandant et j'ai en chargé de sa montée en puissance. Ce que j'ai retenu de cette époque, c'est que j'ai toujours constaté que la réalité dépassait la fiction des meilleurs bouquins qui avaient été écrits et que le volet déstabilisant de cette capacité était vraiment quelque chose d'effrayant. Et quand on revient un petit peu sur le contexte, quand on a regardé un tout petit peu ces affaires depuis 2010, on a vu d'abord un espionnage chinois galopant, ensuite les révélations Snowden qui ont montré que nos camarades américains comptaient utiliser toute leur puissance technologique pour rester maîtres de cet espace, avec à la fois quelque chose à double facette. D'un côté, les Five Eyes qui avaient des capacités pour rentrer, pour espionner de façon non coopérative, de capter les données de façon non coopérative. Et puis de l'autre côté, l'autre partie du dispositif, le Cloud Act, le Patriot Act, qu'on voit qui est une façon de récupérer les données de façon un tout petit peu plus coopérative. Mais cette bagarre pour les données, c'est vraiment le cœur de cet espace numérique. Ensuite, intéressant, Stuxnet. Stuxnet, pour moi, c'est un peu un missile de croisière qui a permis d'atteindre le cœur d'un sanctuaire qui était celui de l'Iran, des centrifugeuses dans un cas de tensions autour du nucléaire. Et puis j'en passe, ça n'a pas arrêté. La Corée du Nord, la Corée du Sud, l'Inde, le Pakistan. Donc l'arme cyber est venue quelque chose qui est employé. Et là, je parle que dans l'emploi de l'arme dans des affaires entre États. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette espèce d'arme? D'abord, c'est tout ce qui est la manipulation. Et ce côté-là est extrêmement effrayant. Et pour ceux qui s'intéressent, regardez comment l'idéologie complotiste canon a pu se déferler. Il y a plus de 70 000 adeptes, paraît-il, en France. Et comment cette chose qui est passée des États-Unis avec le confinement a pu aller jusqu'à perturber les élections américaines. En fait, tout ce qui va être ensuite sur le vol de données, c'est l'espionnage, c'est obtenir un avantage sur ses compétiteurs. Et puis derrière chose qui est apparue à partir de WannaCry dans les années 2016 et NotPetya, sur le flanc de conflit ukrainien, c'est le sabotage à grande échelle et le fait aussi que l'arme informatique pouvait saboter des systèmes. Puis dernière chose, qu'on pouvait être victime de l'arme informatique sans être ciblé. Et WannaCry, ça a fait fermer des usines pendant quelques temps chez Renault, mais aussi ça a coûté cher à Saint-Gobain. Donc c'est quelque chose d'assez très déstabilisant. Donc c'est bien totalement réintégré dans le concert des tensions internationales, mais c'est fait partie de la panoplie qu'utilisent les nations dans leur stratégie de puissance, de relations internationales. Mais avec une particularité, c'est qu'elles peuvent agir en utilisant des groupuscules. Donc elles vont agir de façon détournée pour atteindre leurs objectifs, mais de façon très grise.
Et l'autre phénomène, c'est qu'en parallèle de ça, vous avez une cybercriminalité qui est extrêmement galopante et qui commence à disposer d'outils extrêmement sophistiqués, et on en voit tous les effets avec les cryptolockers. Donc ce mélange des genres entre des groupuscules à vocation étatique et de la cybercriminalité, voire de l'interpénétration entre ces groupes, est quelque chose qui peut être déstabilisante. Donc nouvelle sorte de guerre froide, sur fond d'enjeux économiques, bien sûr, et pour tout ça, on va chercher à récupérer les volets, les données pour les manipuler, les voler ou les détruire. D'un côté, vous avez des nations qui vont plutôt pratiquer l'espionnage, donc la Chine pour rattraper son retard. La Chine dans le numérique, ça va lui servir à contrôler sa population et à rattraper son retard économique. De l'autre côté, la Russie, elle a un petit rôle, elle va utiliser l'informatique pour revenir sur la scène mondiale. Snowden est réapparu à Moscou de façon tout à fait intéressante. Et puis, vous voyez bien qu'il y a des mafias russophones que l'on soupçonne d'être plus ou moins liés à l'appareil d'État. Enfin, les Américains, eux, ça va être conserver leur suprématie économique dans cet espace, à la fois pour éviter que la Chine puisse les challenger, mais aussi pour garder sous tutelle l'Europe dans une position de semi-vassalité, l'Europe avec plusieurs outils, les Five Eyes bien sûr, mais de l'autre côté, tout ce qui est le Cloud Act, Patriot Act dont on a bien parlé. Donc, guerre froide, guerre économique, bien sûr, oui, totalement. C'est une façon d'exprimer les enjeux de puissance. Mais après, guerre au sens du droit des conflits armés, ma réponse répugnantée, c'est non. Parce que le droit des conflits armés met de toute façon en jeu des États qui agissent de façon relativement ouverte. C'est aussi le droit international humanitaire. Mais ce droit, mais d'un côté, ce droit des conflits armés reconnaît que si une attaque informatique avait des effets comparables à celui d'une attaque physique, eh ben les nations, face à une attaque informatique, pourraient faire jouer leur droit de légitime défense et y répondre. D'ailleurs, y répondre pas forcément par des moyens informatiques. Donc, le droit n'a pas beaucoup bougé sur ces affaires d'appréciation de guerre informatique depuis quasiment les années 2011-2012, et les nations n'arrivent pas à se mettre d'accord, n'arrivent pas à coopérer à bon niveau, y compris en matière de cybercriminalité qu'en matière de droit des conflits armés, ce qui fait que cet espace conserve un très très fort niveau de dérégulation, où finalement c'est la loi du plus fort. Guillaume Poupard parle de Far West, tout à fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis peu de temps arriver les cryptolockers. Ces cryptolockers, c'est de plus en plus sophistiqué, ça vient de la cybercriminalité qui est de plus en plus galopante, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que dans des zones de tension, ces cryptolockers servent à faire du harcèlement, et que l'arme informatique est par essence une arme de crise. Et que si on rentre dans une période de conflit ou de tension encore plus exacerbée, l'arme informatique fera partie de la panoplie qui sera utilisée. Pour moi, ça fait partie des évidences. On a bien utilisé l'arme nucléaire, on a bien utilisé des tapis de bombes sur Dresde et ainsi de suite. Et l'arme informatique est quelque chose d'absolument déstabilisant, d'absolument effrayant, parce qu'on n'est pas sûr de la maîtriser. On n'est pas sûr de pouvoir gérer ces effets collatéraux quand on va toucher par des attaques dans sabotage des infrastructures, que ce soit électriques, de l'eau, du transport. Les effets sur les populations peuvent être absolument non maîtrisés, et comme ça gomme les frontières, on n'est pas du tout sûr que ça s'arrête à l'endroit. Donc c'est quelque chose que les nations doivent avoir à l'esprit, et c'est chose parce qu'une arme informatique, à partir du moment où elle est utilisée, elle est proliférante par nature, puisqu'elle est au sujet de tout le monde. Stuxnet, les souches de Stuxnet ont été récupérées par des groupes de hackers. Les outils de la NSA révélés par les affaires Snowden ont ensuite été récupérés dans différents endroits. Donc cette arme, on ne peut pas la comparer au nucléaire, mais elle est quand même extrêmement dangereuse, et il faut quand même coopérer pour éviter des risques d'escalade. Quand on est attaqué, un pays qui sera attaqué ou un État qui sera attaqué, il aura du mal à faire la part des choses entre un cryptolocker mafieux qui aura échappé à ses créateurs, parce que un groupement mafieux n'est pas un État, ne va pas prendre des précautions pour encadrer, être sûr des effets qu'il va produire, par rapport à quelque chose qui viendrait d'un État. Donc je pense que
il faut se préparer à ce genre d'effet et que les nations ont absolument besoin de parler pour mettre en place des processus de désescalade quand ils ont su le faire avec le téléphone rouge de l'époque nucléaire. Je ne voudrais pas aller plus loin. Arnaud, voilà, je peux te poser... Je voudrais vous dire, en étant très content, parce qu'étant à demi-jour soi et en ayant lancé les séminaires cybersécurité et territoire de Florence, je suis très content de revoir mes camarades de l'université Paul Sabatier, ou certains reçoivent dans la salle. Arnaud, j'ai une petite question et pour faire appel à tes souvenirs de l'école de guerre. Est-ce que tu penses que l'arme cyber est une arme qui a un pouvoir égalisateur, comme le général Gallois pouvait le dire pour l'arme nucléaire ? Oui, bien sûr, c'est une arme qui permet une capacité cyber-offensive. Vous n'avez pas besoin d'avoir des investissements énormes. Vous regardez Stuxnet, je crois que le coût de Stuxnet, l'arme, le logiciel informatique lui-même avait coûté quelques centaines de kilos, de dizaines d'euros. Mais par contre, la préparation, le rejeu avait coûté beaucoup plus cher. C'est une arme du faible au fort, oui. C'est quand on a un réseau qui fait des centaines de milliers de postes de travail, quand on a un réseau avec des automatismes dans tous les coins, c'est un régal pour un attaquant. Quand vous prenez un réseau d'une ville moderne avec des adresses IP dans tous les coins, faut savoir que pour un attaquant, une adresse IP, c'est sa cartographie. Donc plus le réseau est gros, plus c'est difficile à protéger, plus l'attaquant a un rôle qui est un rôle de facilitateur. Merci. Donc c'est une arme qui est extrêmement égalisatrice, oui. Merci beaucoup Arnaud. Je vais vous demander à chacun en 2-3 minutes une petite conclusion et avec un éclairage sur le long terme. Et donc je vais commencer par Pierre-Omar. Omar-Pierre, pardon. Oui, non, mais, ou Omar ou Pierre, comme tu veux, mon cher Henri. Omar-Pierre. Il n'y a pas de souci. Non, je pense qu'il faut terminer sur une note aussi un peu optimiste, c'est-à-dire qu'on a parlé des forces qui étaient disponibles ici. Je suis ravi de voir que effectivement les pouvoirs publics en sont conscients. Qu'il y a des associations qui se posent des questions éthiques, développement, et qui sonnent l'alarme. C'est également important. Que les universitaires sont là. Ce qui nous manque peut-être ici, et ce que j'étais peut-être censé représenter, c'est d'un point de vue des entrepreneurs, des entreprises qui aussi sont là et qui ont des choses à dire dans le domaine, qui veulent peut-être devenir le prochain Palantir européen, ou peut-être que c'est déjà trop tard, mais peut-être qu'on a des gens à découvrir. Je tiens à féliciter, j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs locaux ici qui sont venus participer à la mêlée numérique, de l'agriculture connectée à des solutions pour les entreprises de sécurisation, de choses comme ça. Donc on voit qu'il y a un vrai potentiel, il y a des choses à faire. Maintenant, tu le disais très bien, Nadia, chez nous aux États-Unis, une start-up lève couramment, et c'est normal, 1 million, 1,2 million très facilement. Ici, on parle de « Ah oui, j'ai réussi à lever 200 000 ». Bon, on n'est pas dans les mêmes échelles, et c'est vrai que avec les initiatives French Tech qui sont en train de se transférer en scale-up, qui est plutôt l'entreprise européenne, on peut espérer que les investissements européens se fassent sur des mesures qui seront peut-être pas encore au même niveau que les Américains, mais qui seront beaucoup plus amènes à nous amener à être en concurrence loyale. Voilà. Merci beaucoup, Omar-Pierre. Bertrand, quelques mots de conclusion. Pour moi aussi être optimiste, et puis d'abord se souvenir qu'après tout, dans les guerres, des fois, on a perdu des batailles et finalement, on a fini par gagner la guerre. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est véritablement une guerre? J'en sais rien. En tout cas, c'était important d'avoir cet éclairage sur la conflictualité et ces éléments. Mais pour être optimiste, moi, je trouve qu'il y a un mouvement en ce moment qui se dessine en France, en Europe, autour du fait d'avoir une voie de la transformation numérique qui soit conforme à nos valeurs et à Occitanie Data, qui est en train de se transformer en groupement d'intérêt public d'envergure nationale, Equitia. Et si j'emploie ces mots, c'est pas juste, c'est pas une question marketing, c'est que ça dit quelque chose. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a effectivement des acteurs qui sont en train de se rassembler avec une vision commune qui est que pour arriver à pousser des solutions qui soient à la fois des solutions innovantes, efficaces, il faut le faire dans un cadre qui est respectueux de nos valeurs et qui est celui de l'éthique.
Et aujourd'hui, eh bien, ça fonctionne. On a des chefs d'entreprise qui considèrent que la voie de développement, elle passe par là. Et c'est donc celle d'une révolution numérique qui soit plus respectueuse, au fond, de nos valeurs, de notre culture, des citoyens, de la planète aussi. On ne l'a pas dit, mais c'est un vrai sujet, évidemment. Hein. L'impact du numérique sur la planète. Et tout cela me rend extrêmement optimiste à partir du moment où on arrivera effectivement à être conscient de ce qu'il faut, à se rassembler, à être pleinement déterminé, à jouer tout notre rôle dans cette révolution numérique. Nadia, la parole de conclusion t'appartient avant de passer peut-être, s'il nous reste quelques minutes, prendre une ou deux questions. À toi. Merci Henri. Peut-être vous dire ce que je pense qu'il ne faudrait pas faire. En creux, ça donnerait d'autres choses. La première chose que je pense qu'il ne faudrait pas faire, c'est donner le sentiment que nous sommes individuellement responsables de la faillite de la souveraineté numérique et de la cybermenace. C'est-à-dire que régulièrement, on nous dit « Oui, mais toi, tu dis qu'il faut faire attention, mais tu as un iPhone. » Enfin, par exemple, ce genre de déclarations ne servent à rien, en réalité. Si, à chaque fois qu'une société repose les principes de progrès sur des arbitrages individuels qui consistent à dire, voilà, je ne dois pas prendre la voiture hein, parce que ça contribue à la pollution, mais qu'on ne lui propose pas de transport public en alternative, c'est débile de culpabiliser l'individu et surtout c'est inique parce que c'est absolument inefficace. Donc la première chose, je pense qu'il faudrait éviter, c'est de jouer la culpabilité, la culpabilisation individuelle. Disant cela, ce qu'il faudrait faire en positif, c'est parier véritablement sur l'alliance de trois forces. Celle de la recherche, c'est-à-dire en y mettant des crédits de recherche publique, en faisant le pacte entre recherche publique et recherche privée. Celle, du coup, des entreprises, en faisant en sorte que celles et ceux qui offrent des solutions au territoire soient prioritaires dans la mobilisation de leurs solutions par les modalités d'achat et de marché public, au moins par les collectivités. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des citoyens, qui par leur exigence de consommation éthique, ou qui, dans leur représentation par des élus, seront plus exigeants demain sur ce qui leur sera démontré dans l'offre qui leur sera proposée de consommer ou de mettre en œuvre. Et de cette alliance-là, où je suis convaincue que nous avons des qualités singulières sur le territoire de la région occitane, nous aurons la capacité de démontrer que oui, une solution autre que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui est possible. Et pour être démonstratif, il faut commencer à le faire sur certains sujets. Nous l'avons dit, nous sommes bons sur l'IA. Nous travaillons, et Bertrand, on y a travaillé ensemble, sur le quantique depuis un moment. Et nous avons là des forces de recherche qui sont tout à fait significatives. Nous sommes bons sur la cybersécurité. Donc essayons d'être démonstratifs sur ces sujets-là et surtout essayons d'aller le démontrer pas qu'entre nous, mais ailleurs. L'enjeu des solutions internationales, c'est de dire qu'on est bon. Omar Pia, il y a un truc qui m'avait appris au moment où on fait Hyperloop, et je termine par ça. On fait Hyperloop, on est hyper fiers d'avoir tous attiré ensemble HTT. Et donc, on se voit, je te dis, ouais, c'est génial. Tu me dis, ouais, mais bon, il va y avoir une conférence bientôt avec Elon Musk et ça risque de refroidir un peu l'ambiance, Nadia. Je dis, ah bon, pourquoi moi, j'étais hyper contente. Et effectivement, conférence d'Elon Musk qui dit, bon, voilà, c'est très bien, l'Hyperloop, moi, j'ai lâché l'affaire, mais c'est intéressant, il faut continuer. Bon, par contre, Hyperloop, en dehors de la Terre, c'est impossible. Hein, il faut faire des tunnels parce qu'il y a un risque de sécurité majeur, qu'il y a des problèmes d'exploitation terrestre. Et on apprend quelques heures après qu'il a racheté un maximum de tunneliers dans le monde et que donc la solution d'Hyperloop enterrée, elle est maligne à tout point de vue, business pour Elon Musk, mais il avait encore une fois un coup d'avance. Il a réussi à convaincre les gens qu'il avait ce coup d'avance-là. Les Américains présentent des solutions avant même d'avoir fait l'époque. À nous de dire et d'affirmer que l'avenir de l'IA demain, ça sera l'IA éthique, de nous positionner comme les champions, de le dire partout où c'est possible. Et demain, Omar Pierre, quand il reviendra du Colorado, il n'aura pas la perception que c'est perdu d'avance parce que moi, je pense que c'est encore gagnable. Merci beaucoup, Nadia. Challenge accepté. On a juste 1-2 minutes, peut-être je me tourne vers le patron, hein, pour prendre une question. 1-2 questions. Ah, on m'en a envoyé une. Ah oui, question pour Arnaud Coustillère. L'arme cyber versus l'arme bactériologique. Quel est ton avis ?
Ah bah, c'est deux saloperies. Hein. Oui, tu m'as entendu? Non, pas du tout. Vas-y. Tu as entendu la question? Oui, je réponds, pour moi, c'est deux armes sales. C'est des choses qui sont d'une manipulation extrêmement compliquée pour en maîtriser les effets. Voilà, mais la différence, c'est quand même l'arme cybernétique, le malware, c'est une arme d'emploi. Aujourd'hui, il y a des malwares particulièrement dangereux, comme les ransomware, qui sont utilisés par des groupes mafieux en permanence. Heureusement, l'acte bactériologique, il n'y a eu que quelques exemples d'emploi dans l'histoire, et pas trop dans les attentats terroristes, à part une petite fois au Japon. Et c'est une arme qui est quand même beaucoup plus compliquée à manipuler que l'arme informatique qui est à la portée, je veux dire, de quasiment beaucoup de gens qui ont des notions d'informatique. Voilà, donc mais c'est des armes qui sont difficilement maîtrisables, qui peuvent être difficilement maîtrisables. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Une autre question peut-être? Moyennant une prise de... Comment motiver les chercheurs à travailler dans les petites structures? Startups. Oui, tout à fait. Bertrand, peut-être pour toi? Oui, Nadia, bien sûr. D'abord en leur donnant des beaux sujets, tout simplement, en allant leur parler, et peut-être surtout en arrivant à avoir finalement tout le discours intermédiaire. Ce qui est très compliqué en fait souvent pour les chercheurs, c'est que ils travaillent sur des sujets dont d'ailleurs la temporalité n'est pas forcément la même que celle d'une entreprise, il ne faut pas l'oublier. Une thèse, ça dure au moins 3 ans, et encore, moi la mienne, elle a duré 5 ans. Pour une entreprise, 3 ans... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Nadia? Non, mais tu viens de révéler que tu étais le Tanguy de la thèse. Oui, c'est ça. On était nombreux, hein, tu sais. Non, ça dure longtemps. Et évidemment, à l'échelle de l'entreprise, c'est différent. Donc déjà, il faut arriver à travailler sur les questions de temporalité. Et aussi... en très grande partie de discours. Je pense qu'on ne peut pas juste se dire « Ah tiens, c'est bien, il faudrait qu'il y ait un chercheur et qu'il vienne ». La plupart du temps, ça ne marchera pas comme ça. Il faut aussi des étapes intermédiaires avec des gens qui sont en capacité de faire la passation. Il faut des passeurs de recherche, en fait. Donc ça se construit aussi dans la durée. Voilà, ça c'est un élément. Après, il y a des dispositifs, et la région en a plusieurs, mais je laisserai Nadia, évidemment, les expliquer pour aider à faire venir des chercheurs par le biais ou des thésards, par le biais de bourses cifres et des choses comme ça. Je voulais juste indiquer ce dispositif. Je trouve qu'il est trop peu utilisé et qu'il est remarquable. C'est ce qu'on appelle le dispositif CIFRE, contrat pour la recherche en entreprise, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, et qui est géré par l'Agence nationale pour la recherche et technologie, la NRT. Ce sont des contrats remarquables pour accueillir pendant 3 ans dans une entreprise des thésards, et qui permet véritablement à l'entreprise de s'enrichir des travaux de thèse. Et ça, ce n'est pas suffisamment utilisé en France, et on en est trop peu. Je pense déjà qu'il faut faire savoir aux chercheurs que c'est une possibilité que d'aller travailler dans les entreprises, ou même de faire sa thèse en étant dans une entreprise. Souvent, les chercheurs ne le savent pas. Si on multipliait, par exemple, les remises de thèse ou de prix de thèse au sein de CCI, au sein des chambres de commerce et d'industrie, qu'on faisait en sorte que ces deux mondes, qui dialoguent quand même de plus en plus, mais se frottent les uns aux autres, parce qu'on génère des événements où, physiquement, ils sont ensemble. Alors il y aura peut-être des chercheurs qui connaîtront plus la réalité de l'entreprise, et des entreprises qui se diront que c'est quand même très intéressant un chercheur. De la même manière, pour que ça soit intéressant pour le chercheur, et qu'ils ne se disent pas que le mieux c'est d'aller rejoindre un grand groupe, c'est de montrer qu'autour de la TPE ou de la PME, il y a un réseau d'acteurs, que sont le fournisseur, que sont les clients. En fait, une TPE, elle n'est pas sur une île toute seule, elle est connectée à ce qu'on appelle un écosystème. Et c'est là tout l'intérêt pour un chercheur qui aura plus d'autonomie dans une petite structure que de naviguer dans cet écosystème, que d'être dans la business unit R&D d'un grand groupe, qui lui permettront peut-être moins de sortir des sujets de recherche sur lesquels il sera focus, et donc moins de s'oxygéner sur d'autres sujets. Et autrement, de voir effectivement sur le site de la région les différents dispositifs de soutien économique à la fois aux entreprises ou aux laboratoires de recherche. On a 2 types de tuyaux qui permettent aux chercheurs et aux entreprises de travailler ensemble, soit en facilitant
leur rémunération ou leur allocation pendant une thèse, soit en faisant en sorte qu'un objet de recherche puisse être financé à 50% par la région pendant 3 ans, et c'est le dispositif Redinov. Merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Bertrand, Omar Pierre, Arnaud d'avoir participé à cette table ronde. Nous avons 5 petites minutes de retard, mais nous l'avions commencé un petit peu en retard. Donc tu me l'accordes, Édouard, et je te passe la parole, je pense, peut-être pour la suite. Je ne la connais pas. Voilà. Non, merci beaucoup pour l'animation et ce débat très intéressant. Il faudra le reprendre. On peut applaudir. Hein. Bien, merci, c'était super. C'est super inquiétant, mais voilà. On va passer maintenant à la dernière partie de cette 4e journée, à la remise des trophées de la Femina Numérica et de l'Homo Numericus. Donc, on va juste avoir 5 minutes d'installation et puis on reprend tout de suite. Donc, à dans 5 minutes.